souhaite la bienvenue en politique politicienne. Donc nous allons débattre sur 4 thèmes. Donc le premier thème, c'est vos passages successifs aux différents ministères. Ensuite, l'initiative REI qui a fait couler beaucoup d'encre et vos relations avec la jeune. Et pour finir, votre parti phare, on va en parler, vos projets. Donc ma première question, que retenez-vous comme résumé des 20 ans passés comme ministre de la République? Bon, je crois que 20 ans comme ministre de la République, c'est trop dit parce qu'à certains moments, j'avais rang de ministre, mais pas ministre de la République. C'est le cas, par exemple, du secrétaire général de la présidence. Sinon, si on jette un regard sur les différents ministères que j'ai assumés, que ce soit le ministère de la Santé, de la Solidarité des personnes âgées, bien entendu, je peux vous en dire un mot. Je crois que le système de santé aujourd'hui est redevable de cette période-là. La construction des centres de santé communautaires, des centres de santé de référence, disons la vulgarisation des médicaments essentiels, etc. La réforme des hôpitaux, leur modernisation, la création d'unités de scanners, d'unités de dialyse subventionnées pour que les Maliens puissent, à 2000 ou un peu plus francs CFA seulement, pouvoir être dialysés parce que parfois ça posait énormément de problèmes. Vous pouvez faire un accident de circulation et le choc fait que soudainement vous n'avez plus de système d'épilation du sang. Donc il faut dialyser. Donc par conséquent, mettre des unités comme ça en place c'est important et faire en sorte que les hôpitaux aillent partout à l'intérieur du pays, qu'on ait des systèmes. Donc je pense qu'on a fait un travail qui jusqu'à présent fonde le système de santé du Mali qui a permis, lorsque la lutte contre le sida, on est allé vers de donner les médicaments aux malades. On a dit les médicaments vont aux malades, justement parce que le système de santé était suffisamment décentralisé et suffisamment solide pour permettre à différents endroits que ceux qui ont besoin de prendre des médicaments antirétroviraux puissent faire l'analyse CD4, comme on dit, et puis recevoir leurs médicaments là-bas. Et ça, vraiment, c'est une satisfaction pour moi d'avoir construit quelque chose qui a été développé après moi et qui aujourd'hui constitue une ossature qui peut être améliorée, mais qui en tout cas donne des résultats. Bien sûr, donc en fait ma deuxième question, c'est, vous avez quasiment répondu, c'était est-ce que vous estimez avoir accompli quelque chose au Mali qui vous survive? Donc oui. Vous parlez du système de santé. Je peux vous parler du mois de la solidarité. Mais moi, ce dont je veux vous me parler, c'est le système de couverture obligatoire qui a été instauré par l'ex-président Amadou Toumani Touré. Et donc, est-ce que vous étiez dans le processus de mise en place au Mali de l'assurance maladie obligatoire? Écoutez, l'assurance maladie obligatoire, les prémices, le subventionnement, c'était avec nous au ministère de la Santé quand on a commencé à mettre les mutuelles sur place. Donc, à demander, parce que la mutualité est extrêmement importante. Ça permet aux gens, à certains niveaux, de pouvoir se soigner et de pouvoir accéder au niveau de référence. Donc, quand l'assurance maladie obligatoire, les gens parfois n'ont pas compris, mais c'est un progrès extraordinaire. Il y a eu de longs débats là-dessus, parce que vous savez bien que ce type de système de santé, au point de vue financier, parfois ça fait peur aux gens. Mais on a pensé que c'était une étape essentielle à franchir. Si nous voulons soutenir notre système de santé, il faut trouver un système de financement. Est-ce que le problème n'a pas été, parce qu'il est calqué, moi je l'ai lu, j'ai lu la législation qui met en place l'assurance maladie obligatoire. Et sachant que je sais celui de la France, j'ai vu que ça a été calqué mot pour mot. Là où il y a Paris, on a mis Bamako, là où il y a France, on a mis... Donc tout le monde reconnaît que le système de santé français est le meilleur au monde. Donc, comment ça s'est fait? Est-ce que ce n'est pas plus un problème de communication autour de ces choses-là qui était quand même un gros chantier, l'un des chantiers les plus importants qui pouvaient arriver au Mali? Comment ça se fait qu'à un moment donné, vous avez échoué à expliquer aux Maliens que l'AMO était quelque chose qui vous veut du bien, plutôt quelque chose qui vous appauvrit? Je crois que je ne serais pas tellement d'accord avec vous qu'on ait échoué à expliquer aux Maliens. Ce n'est pas parce que quelques gens, quelques groupes de syndicalistes, et qui n'étaient même pas la majorité dans leur secteur, se sont élevés contre l'assurance maladie obligatoire, on doit dire qu'il y a eu un problème. Beaucoup de gens ont pensé qu'il y a eu un problème de communication, alors que ça faisait des années que tous ceux qui, justement, étaient en train de se battre contre l'AMO étaient partie prenante de ce qui se faisait.
dans la préparation. Mais il aurait fallu inverser la tendance, montrer aux Maliens qu'ils étaient pour ce projet. Et un moment... La communication qu'on avait, ça c'est clair, je vous le concède. Mais ne dites pas les Maliens. Ça c'est un autre problème. Ne dites pas les Maliens. Beaucoup de Maliens ont eu leur carte, ont reçu leur carte, qui leur permettent d'accéder aux différents services. Beaucoup de Maliens. Il y a quelques-uns qui ont refusé, qui veulent être remboursés parce qu'on a fait le prélèvement sur leur salaire. Et donc, par conséquent, le gouvernement, je n'étais plus au gouvernement quand la décision a été complètement prise de retourner ça, de rembourser ça, etc. Ce n'est pas la bonne démarche, forcément. J'ai vu des gens qui ont beaucoup apprécié. Moi, j'ai un jeune cousin qui est venu me voir. Oui, voilà, bon, j'ai tel problème, je voudrais que tu m'aides, j'ai besoin de 15 000 francs, des trucs comme ça. Je lui ai dit, non, je peux bien te trouver les 15 000 francs. J'ai dit, est-ce que tu as l'assurance? Parce qu'il savait qu'il était français. Il m'a dit que oui, que mais ça faisait, eux, c'est pas combien, 2 000, 3 000 francs sur leur salaire, suivant sa catégorie, quoi. Donc, lui, il a trouvé que c'était ceci, c'était cela. J'ai dit, bon, voilà, tu viens me voir pour un problème de 15 000 francs, alors que tu aurais pu faire soigner en payant seulement à peine 1 000 francs ou 500 francs. J'ai dit, donc, il faut aller prendre cette maladie, tu te soulages. Ta dignité est préservée parce que même quand tu t'adresses à un parent pour t'aider, toujours, et puis moi, il n'est pas évident que tu trouveras toujours quelqu'un qui a les 10 000 ou 15 000 francs pour t'aider. C'est là qu'il a compris en réalité ce qui se passait, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a quelques petits déficits de communication, mais de façon générale, il y a eu beaucoup d'agitation, qui étaient parfois des relents politiques, plus que véritablement la contestation de ça en tant que tel. Et vous le savez bien, il y a eu en dessous aussi les grosses querelles qu'il y a entre l'INTM et la CSTM, etc. Bon, donc voilà, sinon vous n'avez pas vu les autres en train de se battre contre ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de comprendre ce que c'est. Parce que la meilleure façon, la propagation des choses, c'est de le mettre en application. Tous ceux qui vont venir, au lieu de payer 7 000 francs ou je ne sais pas quoi, payer 500 francs ou 1 000 francs, c'est vraiment ça le bon médium pour faire transmettre. Sinon, la subvention, sous l'assurance maladie, on l'a fait depuis longtemps, pas sous la forme d'assurance maladie, mais sous la forme de subvention. On l'appelle à ce moment-là les maladies dites sociales, telles que la lèpre, telles que la tuberculose, etc., sont pratiquement faites gratuitement, comme la césarienne, etc., et comme la dialyse et, comment ça s'appelle, le scanner. Parce que si vous ne subventionnez pas, ce n'est pas possible à la majorité des Maliens d'y accéder. Mais vous n'avez pas pensé, parce qu'on parle de maladie, enfin, ce n'était pas prévu, mais en même temps, je profite de la brèche que vous ouvrez. Au Mali, on sait que la plupart du temps, les gens décèdent par le paludisme. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un plan Marshall par rapport au paludisme, c'est d'exonérer tous les Maliens, qu'ils soient ministres ou qu'ils soient cultivateurs avec très peu de revenus? Comment ça se fait qu'on n'a pas mis en place un système où les gens iraient se soigner, ou même la prévention, parce que là, il est démontré que la prévention coûte moins cher que la guérison. Pourquoi on n'a pas mis en place un système d'exonération des soins par rapport au paludisme? Mais je voulais vous faire remarquer d'abord que quand j'étais au ministère de la Santé, la liste des médicaments essentiels, on les a augmentés. Ça c'est bien. Et de deux, c'est exonéré. De deux, on y a ajouté aussi ce qu'on appelle les autres produits, tels que les seringues, les autres petits matériels qui interviennent dans les interventions pour que ce soit exonéré. Le paludisme, c'est une question de mode thérapeutique. La thérapie qu'on appliquait, c'était à base de chloroquine. Et cela a été donné gratuitement, notamment aux femmes enceintes pour les consultations prénatales. C'était donné gratuitement. Et dans un centre de santé communautaire, avec 200 francs, vous pouvez vous traiter contre le paludisme. Donc plus tard, le système s'est beaucoup amélioré, parce qu'aujourd'hui, les enfants de 0 à 5 ans avec machins sont exonérés, les femmes enceintes sont exonérées avec les médicaments qui sont sur le marché présentement dans la lutte contre le paludisme. Les moustiquaires imprégnés sont achetés et distribués pratiquement gratuitement au niveau des communautés, etc. Et ce qu'on ne sait pas, le Mali a 1 et 2 centres qui sont des centres de pointe en matière de recherche contre le paludisme, qui sont même engagés dans la recherche de vaccins.
le paludisme. Donc, le professeur Gobara Dumbo, le plus célèbre, bien qu'il n'est pas seul, et je tiens à le saluer pour le remarquable travail qu'il fait, et surtout la formation des autres qu'il fait. Donc, par conséquent, sur ce point précis, il y a tout un dispositif. Mais le problème que vous soulevez, je vais tout seul avec les gens du CAI. CAI fait partie des régions qui, en tout cas au moment où j'avais les chiffres en tête, avaient un maillage en termes de centres de santé relativement dense. Mais en même temps, il n'était pas premier en indicateur de santé publique. Le taux de vaccination, par exemple, n'était pas à la hauteur de ce qu'on estimait. La consultation prénatale n'était pas à la hauteur de ce qu'on estimait. À telle enseigne qu'à un moment donné, j'avais essayé de faire passer un message aux migrants que c'est extrêmement important, puisqu'ils sont considérés, ils sont écoutés, de travailler sur le volet santé publique. Donc, par conséquent, tout ce travail-là demande un changement de comportement, etc., etc. Maintenant, la prise en charge des paludismes compliqués, neuroleptiques, etc., se font dans les centres hospitaliers et la thérapie ou les protocoles thérapeutiques sont vraiment dispatchés et enseignés. Donc, le système de lutte contre le palud est un système qui est relativement solide, qui est adossé au machin, avec beaucoup d'exonération pour baisser les coûts ou carrément de gratuité. D'accord. Je vais vous poser une question qui a fâché plus d'un de vos prédécesseurs, à savoir, est-ce que vous estimez être comptable du passif de Amadou Toumani Touré? Y a-t-il un passif lequel? Ça c'est bien, il faut déterminer cela. Prenez la question telle que je vous la pose. Oui, deuxièmement, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas posé. Quelqu'un m'a posé la question, mais le consensus, d'accord, le consensus. D'abord, le consensus était lors du premier mandat. Je n'ai pas parlé de consensus. J'arrive. Ma question, c'est... Vous demandez de passer, donc laissez-moi venir. Posez ma question, je ne suis pas obligé de répondre littéralement à votre question. Je réponds certains des aspects qui, selon certains, font partie de ce passif que vous ne déclinez pas. D'accord, là on est d'accord. Que vous ne déclinez pas. Donc, par conséquent, je lui dis, mais le consensus, moi je ne sais pas, il faut poser la question à la classe politique, les partis politiques qui étaient dans le consensus. Deuxièmement, pour ma part, j'ai été chef d'un gouvernement où il y avait une opposition. Le RPM était dans l'opposition, le parrainant et le SADI. Bon, ce qui ne m'a pas empêché, quand j'appelais la majorité à la discussion, de les appeler aussi à la discussion. Ils sont venus 2 fois comme ça, les groupes de l'opposition, pour qu'on discute d'un certain nombre de questions fondamentales. Ce n'est pas tant pour qu'ils disent oui, monsieur le Premier ministre, nous vous suivons, simplement pour que ce dialogue puisse exister entre la majorité et l'opposition. Donc ceci est très important à mon avis pour rendre fluide un certain nombre de choses. Ça ne les empêchera pas de prendre l'opposition, ça n'empêchera pas le gouvernement de continuer sa politique ou de prendre en considération certaines de leurs critiques qui seraient fondées pour le faire. Maintenant, dans toute chose, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Si nous jetons un regard sur les années qui viennent de s'écouler, le Mali a fait d'énormes progrès dans pas mal de secteurs, même si ces progrès peuvent paraître insuffisants. Vous avez parlé de la santé. La santé. Pendant combien de temps il n'y a pas eu de nouvel hôpital national au Mali? Pendant combien de temps au niveau national? Des années durant. Maintenant, avec l'hôpital qui est de l'autre côté de la rive droite, on a un nouvel hôpital national. Il y a combien d'hôpitaux régionaux qui ont été véritablement construits au moderne? Sikasso, Sévaraï, etc. Bon, donc on peut aussi continuer. La gratuité de la césarienne, c'était pendant cette période-là. L'extension de la lutte contre le sida, la gratuité des antirétroviraux et la chute du taux de prévalence du sida, c'était cette période. Je passe sur les infrastructures, tout ce qu'on a. Les Maliens étaient fiers. J'entendais déjà même des étrangers qui faisaient 10 ans, ils n'étaient pas venus au Mali. Ils étaient tous extasiés par Bamako, par les choses. Et beaucoup de pays nantis se demandaient, mais comment le Mali fait pour avoir des infrastructures comme ça, pour avoir ceci ou cela. L'expansion du nombre de lycées, même si parfois la qualité n'a pas suivi. L'expansion des structures universitaires, la décentralisation à Ségou, la construction de la première cité universitaire du Mali, qui est en chantier. Bien d'autres créations, parce qu'on pourrait en parler 1000 et une fois. Mais moi, je peux vous dire, j'étais fier, depuis le temps qu'on parlait, depuis le lycée, du barrage de Taoussa. J'étais fier d'être le Premier ministre qui, à la suite de tant de patriotes maliens, ont été à la négociation autour du barrage de Taoussa pour son financement. J'étais heureux d'être là pour boucler les discussions sur ce financement. Comme j'étais heureux d'avoir poussé à la roue pour qu'on lance les travaux de Taoussa. Heureux d'être là-bas pour le lancement des travaux. Je pourrais prendre beaucoup d'autres situations de cette nature-là
pour montrer quand même que les choses se faisaient. Maintenant, il y a des fragilités qui existaient en matière de gouvernance, même si c'est ça le paradoxe malien. Le paradoxe malien, aucun pays, relativement à la gouvernance, aucun pays, rarement en tout cas dans la sous-région, n'a eu à mettre en place autant de dispositifs concernant la gouvernance. Rendre public les rapports du contrôle général des services publics. Rendre public, c'est accessible à tout le monde. Et communiquer à tout le monde, y compris à nos partenaires. Ça n'arrive pas souvent. Mettre des commissions en place pour discuter des rapports. Commissions étendues à la société civile et au secteur privé, à l'administration. Le bureau du vérificateur général a été mis en place. Qui, je dois le dire, a fait du bon travail. Lui-même, il pense que le gouvernement dit qu'il y a 80% de l'ensemble de ces recommandations qui ont été appliquées, mais lui, selon ses propres investigations, puisqu'il fait parfois des évaluations de la mise en œuvre de ces rapports, lui, les estime à 62%. C'est important, 62% de mise en œuvre de recommandations par les services compétents. Ça veut dire d'abord que les services sont convenus de la qualité des recommandations qui ont été faites, qu'ils y ont adhéré et qu'ils les mettent en œuvre. Mais ce qu'on fait dans la durée par rapport à ça. Donc, et puis les états généraux sur la corruption. Et la commission, le plan qui a été mis en place pour ça, qui n'a pas eu le temps d'être véritablement développé. Là encore, la commission qui est mise en place, elle est tripartite. C'est le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Donc, quand on voit tous ces dispositifs et qu'on voit aussi les problèmes de gouvernance qu'il y avait, bon, il y a de quoi s'interroger. Peut-être que tout ça doit être davantage mis en cohérence. Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut multiplier. Nous, on a des propositions par rapport à ça dans tous les secteurs où il va falloir multiplier un certain nombre de verrous, veiller à la qualité des gens, veiller à un contrôle beaucoup plus rapproché et surtout travailler à l'éveil des citoyens pour qu'ils soient plus exigeants vis-à-vis des services et des prestations qu'on leur donne et qu'ils ne soient pas des corrupteurs malgré eux. D'accord. Ça, c'est bien entendu, c'est bien expliqué. Ce qui m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que vous regrettez des 20 dernières années passées et que changeriez-vous aussi au sortir du deuxième tour en juillet 2013, le nom du président qui s'affiche est Modibo Sidibé? Pourquoi vous pensez au deuxième tour? Parce qu'il faut être au deuxième tour pour être élu et le. Parce qu'on ne peut pas l'être au premier tour? À mon avis, ça peut exister, non? À mon avis, il faudrait mieux que ça n'arrive pas au Mali. C'est une boutade. Non, ce que je voudrais vous dire, les regrets, c'est difficile de dire sur tant d'années. Mais je constate que, fondamentalement, le Mali a fait beaucoup de progrès en matière de liberté, de démocratie. Dans certains domaines économiques, financiers, on parle de finances publiques. Mais vous savez que le Mali, il y a 7 ans, à peine 2 ou 3 pays avaient signé ce qu'on appelle des accords d'aide budgétaire, c'est-à-dire qu'on exécute leur appui suivant la procédure budgétaire malienne. Maintenant, il y a plus d'une dizaine de pays et des institutions comme la banque qui vont y aller. Il y a eu 2 évaluations indépendantes, ce qu'on appelle PEFAT, des systèmes de finances publiques, qui ont tous conclu à une amélioration très nette du système budgétaire. Ça fait encore une partie des paradoxes parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur la gouvernance, avait trouvé parmi les 13 premiers pays du continent que le Mali était parmi les pays dont le processus de budgétisation était performant et transparent. Mais ce que je constate fondamentalement, même si on a fait des progrès dans l'agriculture, je suis fier d'avoir été le Premier ministre qui a essayé de trouver les moyens de multiplier d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, la capacité de production, notamment en matière de riz. Fondamentalement, je considère que ce qui nous a manqué durant toutes ces années, qui aurait pu nous éviter ou être les contre-pouvoirs, c'est les citoyens. C'est-à-dire que la République se nourrit des citoyens comme la démocratie se nourrit des citoyens. S'il n'y a pas de citoyens, en tout cas en masse critique, cela pose un problème. C'est comme si vous avez les 3 pieds pour une marmite là, vous avez les 2, l'autre n'est pas là. Bon, peut-être l'équilibre peut durer plus ou moins selon les machins, et en tout cas, l'équilibre peut ne pas durer éternellement. Donc la question du citoyen est une question extrêmement importante. Elle est à la base de tout. La construction du citoyen, parce que moi je ne dis pas qu'il faut faire une reconstruction, parce que j'estime qu'il n'était pas là. Donc la construction du citoyen me semble être quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi les phares veulent aborder la question du politique autrement.
et veulent faire la politique autrement. Je me suis demandé si j'allais continuer à m'entretenir avec vous quand vous m'avez parlé de politique politicienne. Parce que je ne me situe pas vraiment dans la politique politicienne. Là, vous êtes de plein pied dedans. Je me suis situé dans la politique. D'accord. Pas dans la politique politicienne, mais c'est un qualificatif que je vous laisserai volontiers. Mais fondamentalement, je crois que si nous avons pu faire des avancées sur la question du citoyen, ça aurait été un progrès fantastique. Ça aurait donné plus d'ampleur à tout ce qui a été fait en termes de progrès. Et ça aurait permis aussi à la gouvernance de ne pas avoir un certain nombre de défaillances. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que quand on veut changer le monde, on commence par changer les choses qu'on peut changer. Je veux parler par exemple de la difficulté qu'ont la plupart des Maliens, des citoyens maliens à se loger. Le Mali fait à peu près 1 142 000 km². Bamako est extensible à souhait. Comment ça se fait qu'on est parvenu à ne pas pouvoir loger les gens ou à ce que les gens ont des difficultés à se loger? Moi, j'ai voulu en savoir plus. Je me suis rendu compte que dans les années 90, il y avait une forte liquidité, une forte disponibilité en termes financiers dans l'espace UEMOA. Il y en avait tellement que les autorités de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest ont imposé aux banques de rabaisser le taux qui rémunère les dépôts. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de rémunération des dépôts, il n'y a aucun intérêt à placer son argent en banque. Et donc, les gens ont récupéré leurs dépôts. Étant donné que l'économie tourne autour de la pierre, les gens ont investi dans les pierres. Ça a donné des belles villas à Bamako, mais c'est des belles villas muettes. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a une bulle, immobilière, une bulle spéculative immobilière qui a été créée, qui profitait de Kayne Seleli. Les gens, le loyer est très cher, il y a peu de maisons là, pour la population. La population le taux de croissance de la population est très élevé. Pendant toutes ces années, aucun gouvernement n'a réfléchi à trouver une solution adéquate et définitive à ce problème crucial que vivent les Bamakois. Et de ricochet, le reste du Mali, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que la bulle spéculative immobilière continue toujours d'exister à l'heure où je vous parle? Je ne sais pas quels sont les contours de la bulle spéculative dont vous parlez, mais je commencerai par relativiser sans dénier le problème. Relativiser pourquoi? Parce que dans presque tous les pays du monde, on a un problème d'adéquation entre les disponibilités de logement et l'accessibilité au logement. Ça, c'est bien. Deuxièmement, dans un pays où le taux de bancarisation est aussi faible, vouloir mettre en place un système également de financement de l'habitat n'est pas évident. Le gouvernement a mis en place des systèmes tels que le fonds pour l'habitat qui fait l'objet d'un prélèvement sur tous les salaires, etc., qui ont fait dans le temps les 80 logements, qui ont contribué aux 300 logements de Badala et qui contribuent également à ce qui a été fait du logement social. Depuis les premières heures de l'indépendance, on a eu des choses comme ça, c'est la CEMA par exemple, qui a continué, etc. Donc à chaque fois, il y a eu des tentatives pour mettre des programmes sociaux. Le plus grand programme dans ce domaine-là a été les logements sociaux, qui ont été faits non seulement à Bamako, mais dans un certain nombre de capitales régionales et de villes secondaires, ce qui était une première en tant que telle. Je crois que ceci est important par rapport à ce qui est fait dans ce domaine-là. Mais même là, on se rend compte que c'est assez cher. C'est cher. Moi, en fait, il y a quelqu'un certainement dans votre équipe de campagne qui va vous en parler. Pourquoi on n'a pas fiscalisé, par exemple, les détentions de terrain? Moi, je sais que dans le domaine foncier, dans le code foncier malien, il y a un minimum, il y a un seuil à ne pas dépasser par personne, mais ce n'est pas respecté. Et donc, il y a un autre outil qui existe. Vous avez parlé de bancarisation. Je ne comprends toujours pas pourquoi un minimum de l'activité économique n'est pas bancarisé. On ne devrait pas pouvoir acheter une voiture en payant en cash. On ne devrait pas pouvoir acquérir un lot à usage d'habitation en payant en cash. Donc, la bancarisation reste à venir. Il faut par exemple fiscaliser tout simplement l'acquisition de terrains et de maisons. Mais sans ça, il y aura toujours la même élite qui va en disposer et l'autre partie. Ça l'est. La fiscalisation existe dans l'acquisition. Et l'élite acquiert de ce que vous appelez l'élite, je ne sais pas, il acquiert certainement des terrains, mais tout le monde au Mali cherche à acquérir les terrains. Cherche et acquiert le terrain. Il y a comment on appelle ça, les gens là qui font
Les intermédiaires, vous voulez Non, dire? pas les intermédiaires qui font, dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation des gens, il y a des programmes télé là. Donc on met en scène des petites scénettes là, pour essayer de sensibiliser les gens. Une de ces scénettes-là, je l'ai trouvé formidable. Vous voyez des gens qui cherchent des terrains, et vous avez les coxeurs dont vous parlez tout à l'heure, les intermédiaires, et ils vont les amener jusqu'à la haut de la colline. Ils disent oui, on peut vous dire, oui, on peut découper ça, je peux le prendre. Ensuite, il amène quelqu'un qui, j'arrive sur ce bord de la rive, il dit oui, on continue, on va voir. Donc ils mettent dans la pirogue et puis ils vont plus la dire. Donc on peut découper ça ici pour acheter, pour faire le test. C'était un peu pour rire, mais ça montrait que la volonté très nette des Maliens d'acquérir des terrains et parfois n'importe quel moyen. Et des gens qui se sont organisés de façon illégale pour répondre à cela. Justement, les États généraux sur le foncier se sont tenus il y a 2 ans et demi, si ma mémoire est exacte, ou presque 3 ans, et on a issu un certain nombre de recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre et qui doivent être mises en œuvre. Parce que là, le gros problème, c'est le problème du cadastre. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du cadastre, il sera difficile de résoudre le problème des différences sur le foncier, etc. On vous donne un terrain, vous allez trouver que c'est déjà avec quelqu'un d'autre, vous avez un titre foncier, vous allez venir trouver que c'est ceci, c'est cela. Donc, il sera difficile d'aller dans cette direction. Nous, de toutes les façons, dans notre programme, nous souhaitons bâtir ce qu'on appelle les capacités humaines. Et nous mettons tout ça en cohésion. Les problématiques de santé, la problématique d'éducation, etc., d'emploi, etc., d'habitat et d'assainissement, dans la formation des capacités humaines, parce qu'elle était tout à fait essentielle. Et donc, dans ce cadre-là, on a des projets, non seulement pour type logements sociaux pour accélérer, mais nous considérons que Bamako ne doit plus grandir. Bamako doit rester une agglomération, mais ne doit plus grandir. Parce que Bamako est en train de grandir aux dépens des communes environnantes et en termes de description de l'environnement. Donc, par conséquent, Bamako doit rester comme dans tous les pays. Les environs de l'agglomération urbaine servent également en aménagement urbain pour que les gens puissent y habiter. Et on doit cesser, parce que Bamako sera ingérable dans les années à venir si on le laisse progresser comme ça. Donc, les problèmes de foncier, ce n'est pas qu'à Bamako seulement. C'est à l'intérieur du pays, il faut le régler. Et certaines des recommandations des États généraux sur le foncier sont tout à fait pertinentes. Ils concernent dans le problème du cadastre, le problème de mise en place d'un certain nombre d'agences également, et le problème du contrôle et de la surveillance, pour que les gens ne s'emparent pas des terrains à l'insu des uns et des autres. Donc, et le problème d'éducation pour que les gens comprennent qu'ils doivent passer par certaines voies s'ils veulent s'assurer que le terrain qu'ils vont acquérir ne leur amènera pas des problèmes sans fin. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des problèmes sans fin, guillemets, par rapport au foncier. Parce que les litiges sont terribles, les besoins des gens sont terribles, il faut pouvoir trouver une solution dans un habitat adapté et surtout décentralisé, déconcentré, pour que des villes secondaires puissent émerger et que dans les capitales régionales, il y a aussi des possibilités d'habitat. Ça a commencé avec le jugement social, il faut trouver d'autres moyens pour détailler plus, laisser apparaître les coopératives d'habitat qui, dans certains services, par exemple, ont permis aux gens d'avoir des logements, etc., de construire des logements. Donc, il y a mille et une propositions que nous avons envie de conduire, que nous projetons de conduire dans notre programme de société Mali Horizon 2030. Cela fait partie, mais aujourd'hui, il y a un véritable imbroglio, malgré les différentes dispositions qui ont été prises, malgré certaines des sanctions qui ont été prises, et qui vraiment la confrontation entre le besoin effréné des Maliens, ça se comprend. Chacun veut avoir son regain de terre. Et de l'autre côté, l'offre qui n'est pas là. Et donc, la difficulté pour les uns et les autres de vouloir coûte que coûte avoir quelque chose sans toujours passer par ce qu'il faut. Ce n'est pas évident, mais il faut y mettre de l'ordre, de façon à ce que le plus grand nombre de Maliens puissent accéder à la propriété foncière ou à la disponibilité foncière pour un habitat qu'ils pourront peut-être payer même dans la durée. Inch'Allah, comme on le dit. Je l'espère. On va toucher à un projet qui vous a fait entrer dans l'histoire tellement que les attentes étaient énormes et aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, tellement que beaucoup de choses ont été dites. C'est la fameuse initiative RI. Moi, la question que j'ai à vous poser par rapport à ça, quel était l'objectif officiel de l'initiative RI quand vous l'avez lancée? L'objectif officiel de l'initiative RI, si vous connaissez le contexte, c'était de pouvoir faire produire par le Mali à peu près, si ma mémoire est bonne, 1 618 000 tonnes de paddy, ce qui allait donner 1 million de tonnes de riz. C'était ça l'objectif. Et pour y arriver, il fallait soutenir la production, la productivité, de différentes manières. La première, c'était de subventionner les engrais.
pour que le maximum de gens puissent accéder aux engrais et que le maximum de gens puissent acheter suffisamment d'engrais pour couvrir les superficies qu'ils veulent cultiver. Parce que n'oublions pas que cette année 2008, là, c'était l'année de tous les dangers. Le pétrole avait atteint tous les sommets. La crise alimentaire faisait rage et on allait vers la crise financière. Deuxièmement, les intrants, aussi que sont les semences de qualité et subventionnées également, pour inciter les paysans à y aller. Troisièmement, c'était aussi d'introduire une semence dite le nerica, qu'on appelle le riz pluvial, qui pousse un peu comme le mil et le riz. Il y avait un programme là-dessus, mais ça n'avait pas véritablement pris l'essor qu'il fallait. Parce qu'en ce moment-là, c'était à 3 000 et 4 000 hectares seulement. Je vous disais tout à l'heure à combien ils étaient avec dans le cas de l'initiative riz et maintenant. Et en même temps, augmenter le nombre d'encadreurs. Recruter, je crois qu'on a recruté entre 100 et 150 voire plus d'encadreurs de l'agriculture pour que les paysans puissent bénéficier du soutien le meilleur possible. Évidemment, en leur donnant les moyens aussi pour pouvoir se déplacer. Et enfin, on a lancé un programme d'achat de décortiqueuses, etc., de mini-rizeries, pour augmenter le standard et la qualité de la post-production. Voilà donc ce qui était en gros l'initiative riz. Alors, maintenant, vous dites que ça a fait couler beaucoup d'encre. Et je voudrais dire que ce que je considère comme étant le faux autour de l'initiative riz. Le premier, c'est qu'on prétend que ça a coûté 42 milliards. Et ça n'a jamais coûté 42 milliards. Ça a coûté 35,5 milliards. Parce que 42 milliards, c'était l'évaluation. Donc ça, c'est le premier élément, 35,5 milliards. Le deuxième élément, on a toujours pensé que ces 35,5 milliards ont été financés par l'État, sont venus du budget de l'État. Ces 35,5 milliards concernent et comprennent les 22,2 milliards comme ça, qui sont l'apport des producteurs. C'est-à-dire ceux qui mettent dans les engrais, dans les semences, dans la préparation des choses du terre, la terre pour la culture, les répliquages, la récolte, l'entretien, la relevance eau, ce qu'ils mettent dans la post-production. C'est ce qui fait 22,5 milliards. Il explique à peu près 13 milliards. Et ces 13 milliards sont venus du budget de l'État de deux manières. Une partie par l'appui de nos partenaires techniques et financiers, principalement la Hollande, le Canada, les Pays-Bas, la Hollande, les Pays-Bas, le Canada, le Danemark et quelques institutions financières. Et le reste des 6-7 milliards sont venus du budget de l'État. Et nous l'avons dit encore, nous avons fait des rétentions pour les crédits de fonctionnement pour faire face pour mettre beaucoup d'argent dans les dépenses de productivité et non dans les dépenses improductives. Donc, deuxième élément, il faut que ce soit bien clair, ça fait 35,5 milliards et 13 milliards qui sont venus du budget de nos partenaires et 22,5 milliards qui sont venus du machin. Donc, l'histoire de dire que même si c'est 35 milliards, on a pris ça dans le budget, on a fait, c'est faux. C'est le second faux. Ensuite, lié à cela, pas un centime de ces 35,5 milliards ou de ces 13,4 milliards n'ont été gérés à la primature. Pas un centime. Le dispositif financier était entre le ministère de l'Agriculture, la BNDA, avec laquelle a été signée une convention financière, et le ministère des Finances, pour la mise à disposition des fonds ou la vérification de certaines pièces avant paiement. Donc, pas un. Et le vérificateur général l'a bien mentionné. Surtout que j'ai été la seule institution nationale dont la DAF a été vérifiée par le bureau du vérificateur général. Donc, faire la primature sur un an et demi d'avant moi, et sur un an et demi sous moi de gestion. Ensuite, le troisième faux que je dois dire, c'est que ça a été un échec. L'initiative n'a jamais été un échec. On a visé 1 618 000 tonnes de riz. Tous les calculs qui ont été faits par nos services compétents nous conduisaient à peu près 1 604 000 tonnes, ce qui fait presque 98-99% des taux de réussite. Les évaluations faites par le CIS, que vous connaissez, lui, il parle de 1 300 000 tonnes, même si avec nos gens, ils ne sont pas d'accord sur le mode de calcul. Mais admettons que ce soit 1 300 000 tonnes. Si c'est le cas, c'est à peu près 82% d'atteinte de l'objectif. Donc on ne peut pas dire que c'était un échec. Et les producteurs, effectivement, ont gagné de l'argent parce que leur revenu a augmenté nettement. Ils le disent et les services d'évaluation le disent. Ensuite, il y a eu une espèce d'engouement pour l'initiative riz.
ceux qui sont allés dans ces zones-là ont dit, mais on a senti une fièvre comme un peu lors de la CAN 2002. Les gens se sentaient vraiment engagés parce qu'on s'est soucié d'eux et on leur a apporté quelque chose. Donc ça, c'est un élément probant. Et tout le monde a constaté que les surfaces ont augmenté parce que les gens ont eu cet engouement. Ça, c'est bien. Ensuite, le fameux Nérika. À l'époque, à peine 3 000, 4 000 hectares. Mais avec l'initiative, on est monté à peine 25 000 hectares et aujourd'hui, je crois qu'ils sont pas loin de 50 000 hectares. Et l'avantage, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de semences. On en a cherché partout, mais on n'avait pas assez. Mais dès la première année, on a quand même fait la moitié des surfaces qu'on voulait. Et l'autre moitié, on l'a répercuté sur la contre-saison. Donc, par conséquent, à l'issue de ça, on a cherché à avoir une autonomie sémencière. Je peux vous dire qu'après 2 ans, on en a vendu au Bénin à d'autres pays. Parce qu'on est arrivé à couvrir nos besoins. Ça, c'est bien. Deuxièmement, sur la question de la riziculture, de l'initiative riz, il y avait quand même quelques insuffisances. La première insuffisance, c'était le système de commercialisation, qui a failli parce qu'il n'y a pas un véritable système structuré. Et qu'on a oublié que quand même pendant des années, on a voulu aider les paysans à maîtriser le processus de mise sur le marché. Donc, à le mettre sur le marché que quand ils ont un bon prix, à ne pas le faire pour ne pas faire chuter le prix. Et tous ceux qui ont visité l'intérieur, je crois qu'il y a des journalistes qui sont ici avec nous, qui ont visité l'intérieur, les gens s'appelaient au téléphone. Ah, de Nyono, à Djabali, etc. Ah, vous êtes à combien? Ah, 220, 230, etc. Donc les commandes parfois attendaient jusqu'à 4 h de l'après-midi, alors que d'habitude c'est satisfait dès le matin, pour que les gens trouvent le meilleur prix et puis vendent à ce prix-là. Moi je trouve que c'est une excellente chose, parce que ça veut dire que les producteurs ont compris qu'ils sont des entreprises et qu'il faut qu'ils maîtrisent le système de mise sur le marché. Ils en mettent trop, le prix chute et c'est eux qui perdent. Maintenant, vous avez parlé des Bamako pour les terrains. Les Bamako, en ce qui concerne les produits commerciaux aussi, notamment les produits agricoles, je dois dire, entre guillemets, c'est un peu dur pour le milieu rural. Parce qu'ils veulent toujours acheter à un prix qui est confortable pour eux. Et le prix confortable pour eux n'est pas un prix rémunérateur pour les paysans. Or, le paysan, pour qu'il accepte de produire plus, il faut que le prix soit rémunérateur. Et je dois vous dire, quand j'ai rencontré les agriculteurs, les producteurs avant de lancer l'initiative RI, leur préoccupation c'était que les engrais devenaient tellement chers qu'ils ne pouvaient pas les faire. Et que si on ne les aidait pas, là je pense au Bambara, qu'un réo ou bien au Placeta. Vous voyez, qu'un réo, il parle du secteur privé. Il dit des entreprises. Je dis, mais vous êtes des quinriers? Je dis, vous êtes des quinriers? Vous ne travaillez pas pour l'État, vous travaillez pour vous-même. C'est ça quinrier. Vous êtes une entreprise. Donc moi, ce que je dois vous demander, c'est que vous devez avoir la grandeur de ne plus dire que je fais ma petite production pour gagner ce qu'il faut, mais il faut que je produise parce qu'il faut que je nourrisse le Mali et que le Mali exporte. Et j'avoue que ce message a été fort bien réceptionné. Ils l'ont bien compris. Et ils ont travaillé dans cette direction. Et ils m'ont demandé que tout ce qu'ils veulent, c'est que pendant 5 ans au moins, on leur donne la garantie que l'initiative RI sera prolongée. Ils l'ont dit publiquement. Alors, la deuxième année, on a étendu au maïs et au blé dans la zone de Tombouctou, vers les Diré et tout ça. La troisième année, on a étendu au coton, ce qui a permis de faire un petit coup de pouce à la production de coton. La quatrième année, ils étaient en discussion sur le mil. Donc, il y avait beaucoup de discussions entre les chercheurs eux-mêmes sur l'utilisation des intrants et de l'engrais par rapport à ça. Mais dans tous les cas, l'extension en mil ne pourrait être faite que sur des parcelles où on pourrait contrôler. Déjà, il y avait beaucoup d'avancées dans la production de semences de mil et de sorgho qui étaient vraiment très performants en termes de productivité et en termes de délai de maturation. Donc, par conséquent, ça, c'est un fait. Donc, quand on regarde l'initiative RI, ce sont ces faux qu'on a fait circuler sur l'initiative RI qui ne sont pas du tout fondés à la date d'aujourd'hui. Mais vous avez entendu le gouvernement de transition parler de subventions, sans parler de l'initiative RI, tant mieux, pourvu que les paysans soient subventionnés dans ce qu'ils font. Est-ce que le président était sur la même longueur d'onde que vous concernant les retombées de cette initiative RI? Le Conseil supérieur de l'agriculture est présidé par le président Touré. C'est le Conseil supérieur de l'agriculture qui reçoit les rapports d'évaluation de l'ensemble de la production en matière d'agriculture, élevage, etc., pêche. Et c'est le Conseil supérieur de l'agriculture qui a approuvé l'extension au maïs, l'extension au coton.